Bon, c'est l'une des conséquences de la guerre commerciale lancée par Donald Trump pour la Chine, trouver d'autres partenaires commerciaux. L'Union européenne va commencer d'ailleurs des négociations avec la Chine sur le secteur automobile. Qu'a-t-on à y gagner ou à y perdre? On regarde ce dossier avec vous, Nicolas Gautzmann, bonjour. Bonjour. Chef économiste de la financière de la Cité. Vous m'avez dit une chose tranchée en préparant cette interview. De toute façon, la Chine a imposé des tarifs douaniers à l'Europe de 10%. Et en fait, vous parliez de dévaluation de la monnaie. Expliquez-nous. Ce qu'on constate depuis le début de l'année, alors on a une hausse de l'euro qui est assez prononcée depuis quelques jours, et ce qu'on constate depuis le début de l'année, c'est que le yuan par rapport à l'euro a perdu plus de 10%, ce qui permet en fait, du point de vue de la Chine, de vendre ses produits de façon encore plus facile, moins cher. D'autant plus que la Chine a montré ses chiffres ce week-end d'une déflation qui est encore en cours. C'est-à-dire qu'on a une déflation, une dévaluation et une situation où les exportations chinoises qui étaient à destination des États-Unis vont être plus ou moins disponibles pour le marché européen, et ce qui nous permet d'anticiper effectivement un déluge potentiel d'arrivée de biens chinois sur le. Et tout ça, bien sûr, c'est manipulé, c'est calculé, c'est prévu en amont par les communistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait une hausse de pas mal de devises en fait par rapport au dollar. Ce qui est intéressant, c'est que donc on peut voir que le mal qui a été fait sur le dollar sur les dernières semaines se trace sur toutes les devises, sauf une, qui est la monnaie chinoise. Donc on voit évidemment le yuan est dirigé par la Banque centrale de Chine, donc par le parti. Donc oui, c'est une manipulation de cours. Et on peut très bien considérer que les Chinois achètent aujourd'hui des actifs européens en masse, justement pour produire ce décalage de la monnaie. Et justement, alors qu'est-ce que peut faire l'Europe dans des négociations par rapport à cette manipulation de cours? C'est justement pour ça, cette manipulation, que Donald Trump a aussi met aussi des droits de douane très forts. Oui, quel est le pouvoir de négociation de l'Europe? Je pense que paradoxalement, un des seuls moyens que l'Europe a de pouvoir obtenir quelque chose de satisfaisant et de considérer que les intérêts européens aujourd'hui sont alignés sur ceux des États-Unis. Évidemment, après les outrances de Donald Trump, c'est beaucoup plus compliqué de le voir. Mais que si on avait une concertation du type accord du Plaza 1985, qui permettrait aux Européens, aux Américains, aux Japonais, aux Sud-Coréens, à la Grande-Bretagne, au Canada, enfin tous ces pays, quasiment tout le monde, de pouvoir s'aligner justement pour essayer de forcer la Chine à changer sa trajectoire macroéconomique, parce que quand on regarde la question du commerce mondial, il y a un seul acteur en fait, finalement, qui pose véritablement un problème, et c'est la Chine, en raison de son très faible niveau de consommation par rapport à son niveau de production. On a 12% de la consommation mondiale, c'est la Chine, et 32% de la production mondiale, c'est la Chine. Aussi longtemps que la Chine n'aura pas corrigé ce déséquilibre majeur pour l'économie mondiale, on aura toujours ce problème commercial qui se posera. Donc la question, c'est vraiment de faire pression sur Xi Jinping pour qu'il puisse. Oui, mais c'est un peu donner raison à la politique de Donald Trump, et ça, est-ce que les Européens, ils sont prêts? Alors, on peut dire que ça donne raison, mais en fait, je ne crois même pas, parce qu'en fait, ça, c'est un diagnostic qui a déjà été réalisé il y a plus de 15 ans aux États-Unis, qui existe également en Europe. C'est-à-dire que cette demande, justement, sur la Chine, elle a été déjà formulée par Barack Obama, elle a été formulée par Joe Biden. Personne n'a obtenu de résultat jusqu'à présent. Aujourd'hui, la méthode qui est utilisée par Donald Trump est aussi inefficace que oui, mais en tout cas, elle est forte. Grotesque. Elle est forte. Et elle permet peut-être à tout le monde, effectivement, de comprendre qu'il y a véritablement un problème et qu'il va falloir vraiment réagir par rapport à cela. Ensuite, maintenant, il faut trouver la bonne méthode, parce que manifestement, celle de Donald Trump n'est pas la bonne. On voit qu'elle est même dangereuse pour tout le monde. C'est une escalade sans fin, en fait, pour les droits de douane entre les deux pays. Ça ouvre aussi peut-être une initiative pour les Européens, justement d'essayer de placer cette question en disant oui, il y a un problème, mais maintenant, on va essayer de trouver une réponse qui soit satisfaisante. Ce qui est un peu inquiétant dans ce débat-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, donc, Maroš Šefčovič, qui est le négociateur européen pour le commerce, se rend à Washington pour négocier avec les contreparties américaines. Mais là, on va arriver sur une négociation qui est du type, on va parler du soja, on va parler des motos et ce genre de choses, en fait, secteur par secteur, produit par produit, alors qu'il s'agit vraiment de mener une discussion macroéconomique. Et en face, je pense que les gens qui sont là viennent pour discuter de ça. Scott Bessent, il vient pour avoir une discussion macro. Et nous, on arrive avec une discussion secteur par secteur qui n'est pas, à mon avis, adaptée à la situation. Et qu'il nous faudrait, nous, avoir un négociateur qui soit sur ce calibre-là, c'est-à-dire cette approche macro-là. Et on pense facilement à Mario Draghi, qui pourrait très bien, effectivement, mener ce type de négociation à ce niveau-là. Donc on n'a pas la bonne approche. Est-ce qu'on l'aurait par rapport à la Chine pour résister? Parce que si elle redirige ses flux qu'elle vend normalement aux Américains vers les Européens, il y a quand même un risque pour notre économie. Effectivement, il y a un risque très important. Le problème ici, c'est que si vous avez un pays qui est aujourd'hui en déflation,
qui est en dévaluation également, permet, on va dire, aux Européens d'acheter des produits beaucoup moins chers que ce qui est produit sur le sol européen. Évidemment, le consommateur européen va les préférer, ce qui va fragiliser... Ça dynamise la consommation, ce qui est quand même pas négatif. Alors, la consommation, mais aussi notre balance commerciale qui va devenir beaucoup plus négative et donc ça n'aura pas un impact positif sur le PIB non plus. Et par contre, ce qu'on aura comme résultat, c'est d'avoir une destruction lente, mais à peu près certaine, de l'industrie européenne. Et donc là, on a vraiment un problème. C'est vraiment un jeu de court terme. C'est très agréable de se dire on va pouvoir avoir des produits moins chers, mais la deuxième étape, c'est les gens qui perdent leur emploi. Et ça, c'est beaucoup moins agréable, je pense, pour les gouvernements. Et donc, quelles sont les barrières que peut mettre l'Europe? Alors, les tarifs ne sont pas une bonne solution. Cela dit, si on regarde les données européennes par rapport à celles de la Chine, si on appliquait la même formule qu'aux États-Unis, on aurait des tarifs mis en place en Europe vis-à-vis des produits chinois qui seraient de l'ordre de 30%. Ça permet de voir qu'effectivement, il y a un déséquilibre qui est considérable. Même le déséquilibre européen à l'égard des biens chinois est plus important que celui des États-Unis. C'est-à-dire que nous sommes autant victimes que les États-Unis de ce qui est fait par la Chine. Donc il y a vraiment un besoin et une nécessité de réagir par rapport à ça. Mais encore une fois, les tarifs ne sont pas une bonne solution. Et c'est ça qui est difficile à mettre en œuvre, c'est que la seule solution ne peut venir qu'une décision interne à la Chine, c'est-à-dire de faire en sorte que la macroéconomie chinoise se rééquilibre, ce qui va être très difficile à obtenir. Mais peut-être que si l'ensemble des pays se mettent d'accord et font pression sur la Chine de façon coordonnée, peut-être qu'on peut avoir des résultats satisfaisants et qui permettra à tout le monde de commercer correctement. Oui, parce que c'est politique aussi. La Chine ne veut pas relancer sa consommation intérieure parce qu'elle ne veut pas forcément que les Chinois consomment davantage pour aussi mieux les contrôler. Je pense qu'il y a aussi une volonté vraiment de domination du secteur manufacturier, c'est-à-dire que la faible consommation chinoise fait partie de la stratégie et qu'il y a aucune, pour l'instant, ils n'ont jamais voulu relancer, ce qui est assez amusant quand on regarde les dépêches en provenance de Chine. Notamment, on a ça depuis quasiment 6 mois, c'est que tous les 15 jours, la Chine dit on va relancer la consommation. Dans la réalité, ça n'arrive jamais, mais ça permet toujours de dire, notamment aux Européens qui se disent on va encore attendre un petit peu avant de mettre quoi que ce soit en place, parce qu'en fait, ils vont relancer. Donc, dans 15 jours, ça va être bon. Mais en fait, c'est quelque chose qui dure depuis 10 ans. C'est les promesses de relance de la consommation qui ne viennent jamais dans la réalité. Et c'est quelque chose même qui existe depuis quasiment 20 ans, cette fameuse promesse de l'accès au marché chinois, qui va être une source extraordinaire de Ça veut dire qu'ils ont des très bons négociateurs et que nous aussi, il faut qu'on mette quelqu'un en face qui a... Oui, il y a une certaine naïveté par rapport à cet accès au marché chinois. Je pense maintenant, ça fait 20 ans que ça dure, ce n'est pas arrivé, donc je ne pense pas que ça arrivera demain non plus. Par contre, ce qui est la réalité, c'est qu'on a eu des transferts de technologie, c'est-à-dire que quand vous regardez les avions chinois aujourd'hui, les trains chinois, le nucléaire chinois, tout ce qui est aujourd'hui, on va dire, sur le même niveau de gamme qu'on a chez nous, en fait, le transfert des technologies a été fait de chez nous à chez eux, et maintenant, ils viennent pour remplacer notre industrie. Ils n'ont pas du tout prêt à nous ouvrir gentiment leur marché intérieur. Et du coup, est-ce que les Chinois peuvent quand même être des partenaires, nos principaux partenaires, en tout cas si on regarde les gros blocs Alors évidemment qu'ils peuvent être nos partenaires et qu'ils seraient évidemment favorables pour tout le monde de pouvoir traiter commercialement avec eux, mais aussi longtemps que la Chine organise un déséquilibre aussi gigantesque de sa macroéconomie, se différenciant entre production et consommation, je pense qu'il n'est juste pas possible de négocier dans cette position-là. Mais il y a des pays qui vont avoir plus intérêt. On sait que l'Allemagne a quand même intérêt à ce que, en tout cas sur le secteur automobile, elle aimerait bien la suppression des barrières qu'avait mis l'Europe pour pouvoir exporter aussi. Donc il y a des pays qui ont des avantages nationaux qui ne sont pas arrivés peut-être à... Pour l'Allemagne, effectivement, il y a eu une proximité avec la Chine qui a été très importante sur les 20-25 dernières années. Je pense que par contre, ce qu'ils sont en train de faire, le fait que l'Allemagne aujourd'hui développe un plan de 1000 milliards d'euros de relance, qui va être financé par le contribuable allemand. En fait, étant donné qu'aujourd'hui, les États-Unis se retirent de la consommation des produits chinois, on a aujourd'hui une Chine qui peut regarder ce qui se passe en Allemagne comme effectivement une très grande opportunité de pouvoir placer ces produits en Europe, financés par le contribuable allemand. Donc la proposition là, c'est de remplacer le contribuable américain qui a financé la croissance américaine et donc la croissance chinoise par l'importation de biens, par le contribuable allemand. Et je ne pense pas que les responsables allemands, conscients de cette situation-là, soient exactement dans cette position-là. Je pense qu'il y a besoin aujourd'hui en Allemagne de faire changer la politique qu'ils ont pu avoir vis-à-vis de la Chine, et qu'évidemment l'idée que le contribuable allemand alimente la croissance chinoise, dont l'objectif est le remplacement de l'industrie allemande, soit un objectif qui soit tout à fait partagé par l'ensemble de la population allemande. Donc il y a une envie d'arrêter en tout cas les dépendances que l'Allemagne avait mis en place. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais par contre de changer la tendance effectivement qui pouvait exister précédemment avec une proximité Europe-Chine qui était très importante, là je pense qu'effectivement on peut changer de braquet et passer à quelque chose d'un peu plus
conscient de la situation de menace que peut représenter la Chine aujourd'hui pour l'industrie européenne. Ouais, donc une menace. Merci beaucoup, Merci Nicolas Gottsman, pour la financière de la Cité, d'être venu nous voir.